Ma lei è proprio di Montecatini? Sì, indigeno puro. Ma sa, a forza di parlare col forestiero anche la propria lingua si raffina, si perfeziona. E quanti forestieri si sono seduti lì? Tanti, tanti. Ogni stagione si scarrozza almeno 1000 forestieri per uno. Automobili, i treni. A Montecatini ci passa più di 200.000 persone. 500 tra alberghi e pensioni, ha voglia di posto. Poi Montecatini è cosmopolita. La dernière phase de la préparation d'une application locale de boue commence par un mélange à la pelle. Ensuite, la main intervient pour compléter le travail et vérifier l'homogénéité. Enfin, la température est contrôlée. Pour réaliser l'application, le baigneur constitue d'abord un lit de tourbe. Il y dépose ensuite le membre malade, puis entreprend de le recouvrir. Il s'efforce d'assurer un contact intime et une bonne adhérence entre cet enduit et la peau du sujet. Ce travail fait, il entoure le tout, d'abord d'une toile imperméable caoutchoutée. Il recouvrira par après d'une toile ordinaire, puis d'une couverture. Comme vous le voyez, ces multiples enveloppements ont pour but de maintenir constante la température de l'application durant les 20 à 30 minutes que dure la séance. Peut-être vous demanderez-vous pourquoi ce n'est pas seulement le membre malade, mais aussi tout le restant du corps du sujet qui est l'objet de ces soins. La raison en est simple. Nous voulons par ce moyen favoriser la réaction sudorifique qui accompagne l'application et que l'on considère comme un élément favorable dans le traitement thermal. C'est ainsi que le stress et les contractures disparaissent de manière agréable. L'atmosphère particulière de nombreux hôtels de luxe de la ville est également très appréciée par beaucoup de vedettes et de stars. Depuis 1992, l'attribution du prix allemand des médias attire stars et vedettes de la politique et du show business à Baden-Baden. Parmi les récompensés, on compte par exemple Nelson Mandela, Bill Clinton, Kofi Annan, ainsi que la reine Rania de Jordanie et Sylvie de Suède. On relève encore, en 1751, le nom de Joseph II et de bien d'autres grandes figures du siècle. De nos jours, Spa est une riante ville d'eau à la mode où rien n'annonce à première vue les titres de noblesse dont s'auréolent son passé.
c'était très sympa. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais on s'est déjà salué ce matin, ce n'est que réitérer notre message de convivialité à votre égard. Alors quel clin d'œil, merci l'équipe du Centre des Arts pour ce petit voyage dans les soins tels qu'ils étaient pratiqués il y a quelques décennies. Et en même temps, cela nous permet de mesurer que le projet qui réunit l'histoire, le présent et la prospective, le futur, c'est-à-dire EHTTA, trouve évidemment tout son fond, car technique d'hier et évidemment thérapie et soins d'aujourd'hui dans un climat de prise en charge du patient qui est totalement renouvelé. Et vous avez pu, sur l'une de ces séquences, voir des patineurs. Ces patineurs, donc c'est un film de Gaumont, de Léon Gaumont, de 1902. Et nous avons en réserve, mais c'est dans les archives de Pathé Gaumont à Saint-Ouen, qui est un trésor cinématographique, le film de 1910, le premier film en couleur au monde. Voilà. Et c'est sur ce même lac d'Enghien. Ensuite, il y a eu 2 autres séquences de films en couleur. Ils durent 2 minutes, 3 minutes. Ce sont des patineurs à Enghien, c'est Deauville et c'est Venise. Voilà. Merci de nous rejoindre pour une après-midi qui se promet, comment dire, innovante, tonique. Néanmoins, nous sommes aussi dans une réunion de ce réseau. Nous sommes dans une culture de réseau et je crois qu'elle a tout son sens aujourd'hui, puisque c'est se mettre dans une relation et de transmission, relation de savoir, de savoir-faire et en même temps de réflexion. Et je voudrais donc saluer pas tous les participants, il y en a forcément qui ne seront pas nommés et qui ne m'en veuillent pas. Je vais essayer simplement de les honorer pays par pays, en quelque sorte. Alors, bien sûr, un hommage à nos participants de BATS, qui sont ici, de SPA, où Léopold émettant se retrouver, Léopold II, nos amis d'Allemagne, Baden-Baden, mais il faut aussi citer Wiesbaden. Alors, c'est l'occasion, parce que voilà 2 stations historique et une station plutôt nouvelle, qui n'est pas toute récente, a envoyé sa délégation aujourd'hui. Elle n'appartient pas à EHTTA, mais il s'agit de nos amis de Bad Dürheim, Monika Link et Chantal Kriebel, qui sont arrivés il y a moins d'1 heure, venant donc de leur forêt noire. Bad Dürheim est la ville jumelée avec Enghien-les-Bains. Voilà. Avec Enghien-les-Bains. C'est une grande station maintenant de soins de balnéo avec une eau salée, dans une saline, elle, historique, mais avec un Solémar, un hommage au Solémar qui est un modèle, effectivement, d'une balnéothérapie moderne, bien sûr. Et puis, ils n'ont pas à rougir de leur fréquentation, qui a un petit peu diminué. Ils étaient 1 million de nuitées, ils ont un petit peu descendu, mais c'est pour dire qu'on est là dans une véritable industrie aussi, parce qu'il ne faut pas avoir honte de dire. Le thermalisme, c'est bien sûr une culture, mais c'est aussi une économie. Et cette économie est au service d'une population, comme elle est génératrice de valeur ajoutée. Et nous sommes tous les uns les autres ici porteurs de projets politiques au sens très noble, et nous avons ce devoir qui est celui de l'innovation. Alors je salue bien entendu aussi nos amis italiens, Aquiterme, et puis Montecatini, qui à travers son sindaco, Giuseppe Bellandi, va prendre le relais, mon cher Christian, président en exercice jusqu'au mois de novembre. Montecatini donc assure la présidence de EHTTA à partir du mois de novembre.
Saluer nos amis d'Espagne, hein, Ourense, qui sont également donc, ici. Et puis en France, ils sont tellement nombreux qu'on ne pourra pas tous les citer. Mais juste à travers la route des villes d'eau du Massif central, belle structure, avec cette belle concentration des stations. Et puis quelques autres qui sont ici, au grand détriment d'un congrès de nos amis de l'Association des maires des stations touristiques, enfin des communes touristiques et stations classées. Le congrès se termine ce soir à Fouesnant-les-Glénans. Un parallélisme de date a conduit à ce que les villes thermales françaises sont plus naturellement ici, puisque chaque ville thermale, hein, vous l'avez bien compris, pour ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement initiés, est aussi une station classée, hein, avec évidemment ses contraintes, ses devoirs et ses anticipations. Et je terminerai en nommant eh bien, ceux qui viennent d'être accueillis. Hein, c'est donc la station turque de Bursa, hein, donc une province particulièrement riche dans son patrimoine, avec une très belle station thermale. Et notamment, je salue le vice-gouverneur, hein, de cette province de Bursa, qui est donc Ahmet Hamdi Usta, hein, qui est présent dans la salle. Voilà, merci. C'est le 26e membre de HTTA. Nous étions 25e. Eh bien, nous sommes ravis, hein, de pouvoir élargir, hein, ce champ qui est celui d'une culture. Et vous voyez, c'est là où une image historique me revient. L'Orient Express. Voilà, l'Orient Express. Hein, nous sommes dans l'acajou, le cuivre, la gastronomie ferroviaire, hein, pour aller certes à Venise, mais aussi jusqu'à Istanbul. Alors, quelques mots d'Enghien. On a eu ce matin ce que nous avions dénommé la conférence de presse, hein, où j'ai un petit peu présenté notre station. Je vais y revenir un tout petit peu, hein, juste parce que nous sommes une association de villes d'histoire, hein, aussi. Hein, c'est-à-dire, on ne fait pas de l'histoire au sens de l'archéologie, en quelque sorte, hein, de nos patrimoines, mais parce que souvent l'histoire aussi éclaire un présent et peut, hein, nous guider sur un futur. Enghien, en tant que ville commune, est née très tard, 1850, mais l'eau a été trouvée en 1766. 1766, après que Jean-Jacques Rousseau ait quitté Montmorency, qui s'appelait à l'époque Enghien. Voilà. Pour une histoire que je n'ai pas le temps de vous narrer, Enghien est un nom d'une ville belge, qui est notre ville-mère, il faut le dire, qui est notre ville-mère. C'était une seigneurie qui appartenait aux Bourbons et notamment Henri IV, qui l'a vendue ensuite, en 1607, à la famille d'Arambert. Donc peu importe, mais le nom est revenu en France et il est tombé, hein, en quelque sorte, dans le patrimoine des Montmorency. Et l'un des Montmorency a préféré s'appeler duc d'Enghien et pair de France, hein, et a fait débaptiser sa ville en 1689. Et pendant plus d'un siècle, Montmorency, cette jolie colline où Jean-Jacques Rousseau a écrit, bien sûr, le contrat social, l'Émile, la nouvelle Héloïse, vous voyez quand même, hein, en quelque sorte, le magnifique terreau, hein, qui était là-bas. Et c'est ainsi que toutes les terres ici, le lac, l'étang, les eaux, étaient appelées Enghien. Et en 1766, un oratorien, qui était à la fois un grand savant, hein, un théologien certes, mais aussi un chimiste et météorologue, a découvert les eaux. Et Jean-Jacques Rousseau n'a pas connu, parce que lui, il a dû fuir en 1762. Alors, dans quelques ouvrages, on parle souvent, hein, d'une vie, en quelque sorte, de ville d'eau, hein, autour d'une ville d'eau, où Jean-Jacques Rousseau courtise, hein, quelques amis en désertant Madame d'Épinay, son maîtresse en titre. Bon, certes, c'est faux, puisqu'il était déjà parti avant qu'on ait découvert l'eau. Ça, c'est pour rétablir quelques traits historiques. Et nos premiers établissements sont nés au tout début du 19e siècle. Ils se sont multipliés, et c'est parce que, comme dans toutes les villes thermales, hein, les hôtels, hein, les lieux de fête, la sociabilité qui s'y est effectivement organisée a conduit à effectivement une fonction qui est celle d'une ville de soins, d'une ville de fête, hein, et par là aussi de services afférents et d'ordre. Il fallait de l'ordre. La gare d'Enghien, qui est la première ligne du nord de la France qui a été établie, hein, c'était une ligne Paris-Lille, mais qui passait par Enghien, a été ouverte avant la Commune en 1846. Puis nous avons été créés par une loi de 1850, en nous prélevant sur les communes voisines. On a pris des terrains qu'on a réunis et dont on a fait la commune d'Enghien. Et
ils ne sont pas là. Il y avait hier soir, monsieur le député, ex-député maire de Saint-Gratien, hein, pour des raisons de cumul, il n'est plus que député, mais à chaque fois, il me dit, c'était Enghien, hein, c'était Saint-Gratien. Ici, c'était... Bon, ceci pour l'anecdote. Et les établissements, donc, ont été florissants, ont généré un casino, avec tout ce qui, évidemment, amène de fréquentation, de mondanité et aussi de moyens. Il ne faut pas avoir la pudeur des moyens, parce que les moyens qui viennent des jeux participent très fortement à l'équipement touristique et au soutien de l'industrie thermale. S'il n'y avait pas ce casino d'Enghien, qui est le premier casino de France, peut-être le premier d'Europe, ça se discute avec l'Outraki en Grèce. S'il n'y avait pas ce casino qui génère des revenus exceptionnels, hein, de quelques, on n'a pas ici la pudeur de le taire, hein, 18 millions d'euros, nous n'aurions jamais reconstruit les thermes. Nous n'aurions jamais pu faire les travaux de protection de la nappe thermale, jamais pu faire les adductions. Ce sont des millions d'euros, hein, que la commune a pu affecter. Hein. Ce n'est pas une dépense, hein, au sens, comment dire, somptuaire, c'est une dépense de survie. Hein, à la fois parce que nous sommes un service public de santé, mais nous avons aussi une exigence de vie culturelle. Et c'est en quelque sorte cette convergence, hein, qui permet à une commune comme Enghien, hein, d'être porteuse, hein, d'une novation. Voilà. D'une novation, même voire technologiquement d'innovation, ce que vous allez effectivement découvrir avec vous. C'est tout un partenariat, hein, effectivement, grâce à Michel Thomas Pennette, hein, sur le concept qui va vous être présenté du Café de l'Europe, qui est de revenir à cette idée. Les villes thermales étaient des lieux de rencontre. On venait se faire soigner, mais on était captifs pendant la durée de la cure. Durait-elle 18 jours, 21 jours, peu importe. Mais nous n'avions pas les moyens de communication d'aujourd'hui et nous vivions à l'époque, en quelque sorte, dans un microcosme. Et ce microcosme, eh bien, s'est révélé avec ses facettes politiques, ses facettes culturelles, avec ses musiciens, avec ses créations d'opéra. Hein, l'Allemagne nous a effectivement offert tellement de créations de ces époques, mais on sait bien aussi politiquement que quelques grands se retrouvaient. Même, voyez-vous, à Enghien, on savait que du temps, hein, de Louis-Philippe, c'était ses fils, hein, qui venaient particulièrement à Enghien. Napoléon III venait rencontrer sa chère cousine Germaine, la princesse Mathilde, et canoter sur le lac. Mais ce n'était pas que la princesse Mathilde, c'était Dumas, c'était les Goncourt, hein, et leur journal d'ailleurs témoigne, hein, de leur présence. Et ce microcosme de fermentation, hein, des idées, des esprits, nous pensons qu'il faut le réactiver, mais évidemment en l'adaptant à notre culture d'aujourd'hui. Et il faut recréer ce qu'on appelle ces villes invisibles, qui sont bien là le pendant nécessaire des villes tentaculaires, puisque nous sommes devenus une société beaucoup plus urbaine, hein, que rurale. Et dans ces villes invisibles, il faut projeter par notre imaginaire, eh bien, ce qui permet de renouveler le lien social, d'être inventif à travers la sensibilité musicale, à travers celle du littérateur, à travers celle du scientifique, à travers le prince qui va représenter, lui, hein, une autre caractéristique de la société dans une élite qu'on ne va pas caractériser aujourd'hui. Et c'est là l'idée, hein, de Michel Thomas Pennette, il vous en parlera infiniment mieux que moi, et comment, hein, on pourra, hein, dans une interactivité, parce que si roman il devra y avoir par cristallisation finale, eh bien, il y a l'interactivité de Facebook, de Twitter, hein, ces apports. Voilà ce qui peut donc caractériser un réseau, ce réseau des villes thermales, qui est à l'initiative de tout ça. Cher Christian, merci d'être ainsi porteur de tout cela. Mes remerciements aux organisateurs, car sans vraiment Jean-François Béraud, hein, et Michel Plé, et ici même, et toutes les équipes, nous ne serions pas réunis, et puis nous ne serions pas dans cette attente, hein, de la découverte de cet après-midi. Merci à vous, bon travail.
mon cher monsieur le maire, mon cher ami, mesdames et messieurs, tout d'abord, un grand merci à la ville d'Enghien de nous avoir accueillis et surtout d'avoir accepté, il y a déjà presque une année, de tenter avec nous l'aventure d'un programme européen tel que le programme culture de la Commission européenne. C'est-à-dire d'y travailler en amont pour faire en sorte, avec 8 autres villes thermales, que les idées, les concepts et leur traduction concrète sous forme d'action puissent trouver une cohérence, pour nous d'abord, mais aussi dans le cadre des priorités de l'Union européenne. Mais également pour chacun des co-organisateurs et des partenaires, je pense ici à la dimension de la jeunesse, représentée par l'association Astérion, d'y avoir trouvé sa place en fonction de spécificités précises. Le numérique, la numérisation et son influence sur la manière dont nous regardons aujourd'hui le patrimoine. Un héritage matériel qui nous a été transmis, mais aussi un monde passé qui ne nous est plus visible, ont immédiatement été placés au cœur de notre travail commun en raison de l'énorme travail entrepris par Enghien dans ce domaine du numérique depuis plusieurs années. Il faut dire que dès les premiers contacts établis, grâce à la disponibilité de Michel Play, maire adjoint, vers les actions du réseau EHTTA et la visite du Centre des Arts et les discussions avec son directeur, Dominique Roland, et ses collaborateurs les plus concernés, tels Marie Lesage notamment, nous avons été confortés dans l'idée que nous avions en tête, celle d'un café de l'Europe, pouvait se concrétiser ici même dans un brassage d'idées, de points de vue, voire d'opinions contradictoires. Prévoir l'avenir en examinant ce qui a fait notre passé commun est un des buts de HTTA. Utiliser le potentiel de l'informatique et tout particulièrement de la numérisation et des données patrimoniales que nos villes thermales rassemblent de manière exceptionnelle pour faire un travail qui touche autant le chercheur que le visiteur, l'habitant que l'élu décideur. Ces intentions viennent se placer de manière quasi naturelle pour une première rencontre d'exception et de lancement dans la série des 8 cafés de l'Europe qui vont se succéder dans 6 pays européens pendant 2 années. Café repris des rencontres informelles des XVIIIe et XIXe siècles, où l'époque des Lumières, puis les révolutions, mais aussi les voyages du Grand Tour ont fait se confronter philosophes, scientifiques et décideurs. Café comme espace public, apte à examiner comment nos villes ont su innover dans le passé du point de vue urbanistique, médical, culturel au sens large, en créant une culture de la santé et en contribuant à la santé de la culture. Café comme lieu de prospective dont la Commission européenne attend aussi des suggestions pour l'Europe de 2020. Nous ne sommes pas des laboratoires de recherche, même s'il y a des chercheurs parmi nous, mais des laboratoires d'idées et de confrontations pluridisciplinaires où les cultures scientifiques, techniques et artistiques vont se rencontrer et dialoguer. Lorsque j'ai examiné le programme d'aujourd'hui, une fois que toute l'équipe conduite par Marion Vansingle, ici présente, chef de projet de cette coopération européenne large, a posé les cartes, j'ai été très satisfait que nous ayons pu atteindre une véritable pluridisciplinarité. Sur cette scène, vous venir parler et montrer des documents surprenants, des représentants de nombreux domaines de pensée parfois contradictoires, mais réunis par les approches qu'ils mettent en œuvre et qui toutes placent le numérique au centre de l'analyse et au centre du jeu. Cette réunion va nous demander de l'attention, surtout dans la mesure où nous sommes également un public multiculturel, tant par les origines géographiques que par les langues.
Cette réunion, elle est dense, un peu comme toutes les premières, quand il faut réunir tous les éléments nécessaires pour partir en voyage. Mais cette densité, c'est aussi ce que nous demande la Commission européenne, qui nous a permis de financer un projet diversifié dont vous ne découvrirez en fait aujourd'hui qu'une seule partie. À côté des cafés de l'Europe, la communication commune flexible que permettent l'informatique et le jeu sérieux, serious game, comme disent nos amis anglicistes, font aussi partie des projets mis en route. Nos villes sont musicales, elles font appel aux plasticiens, aux écrivains, elles sont devenues des centres cinématographiques et prolongent, avec des approches nouvelles ouvertes au plus grand public, le temps d'un thermalisme mondain réservé à une élite. Nos publics, habitants et visiteurs, curistes et touristes, sont l'élite démocratique pour laquelle nous travaillons aujourd'hui ensemble aux côtés des institutions européennes, que je remercie de nous avoir soutenus. Et nous avons, à ce titre, reçu des messages de ces deux institutions que sont la Direction générale du Conseil de l'Europe, Madame Markovic, qui, dans une lettre, je la cite, nous dit « Cette initiative de rencontre, alliant des échanges culturels, interculturels et participatifs à une approche innovante du tourisme culturel, se situe dans la droite ligne de notre programme des itinéraires culturels. En effet, nous promouvons à travers ce programme la créativité autour du patrimoine européen qui constitue une interprétation contemporaine et accessible de l'histoire de l'Europe. Vous avez également tout à fait raison de souligner l'importance donnée par les ministres européens lors de la récente conférence des ministres de la culture du Conseil de l'Europe à la question du numérique dans le contexte des sociétés démocratiques d'aujourd'hui. La révolution numérique comporte des risques mais crée aussi des opportunités, comme en témoigne votre concept des cafés de l'Europe, et je vous en félicite. Nous avons également eu un courrier de Mme Pénélope Denu, secrétaire exécutif de l'accord partiel élargi du Conseil de l'Europe et directeur de l'Institut européen des itinéraires culturels, succédant ainsi à Michel Thomas-Pénet. Un extrait de sa lettre: l'Institut européen des itinéraires culturels suivra de près le déroulement des différents volets de l'initiative pendant les 2 prochaines années. Il ne manquera pas d'en dégager, j'en suis persuadé, des bonnes pratiques et des actions innovatrices qui serviront d'exemple aux autres membres de nos réseaux d'itinéraires culturels. Ces propos flatteurs venant de ces hautes personnalités témoignent d'un encouragement pour nous. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon café européen. Je pense que vous repartirez sans doute cernés de concepts submergés d'images et de réalisations qui vont vous interpeller, mais pour reprendre l'idée de l'importance de la dimension ludique, il s'agit d'être sérieux, il s'agit aussi de constituer des équipes gagnantes. Encore merci à tous. Le città invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili. Nelle città invisibili, dans les villes invisibles, aucune ville n'est reconnaissable. Toutes ces cités sont inventées. Je leur ai donné à chacune un nom de femme. Chloé, Irene, Zaira, Procopia, Anastasia, Raissa, Fillide.
Il y eut une période où je n'arrivais à imaginer que des villes tristes et une autre que des villes heureuses. À une époque, je comparais les villes au ciel étoilé, et à une autre époque, j'étais sans cesse tentée de parler des immondices qui se répandent chaque jour hors des villes. Ces villes invisibles se présentent comme un ensemble de récits de voyage que Marco Polo propose à Kublai Khan, empereur des Tartares. À cet empereur mélancolique, conscient que son immense pouvoir a bien peu de poids puisque le monde va de toute façon à sa perte, un voyageur visionnaire raconte des villes impossibles. Par exemple, une ville microscopique qui s'élargit et semble construite de nombreuses villes concentriques en expansion. Une ville toile d'araignée suspendue au-dessus d'un abîme ou une ville bidimensionnelle comme Moriana. Que représente la ville pour nous aujourd'hui? Che cos'è oggi la città per noi? Je pense avoir écrit une sorte de dernier poème d'amour aux villes, au moment où il devient de plus en plus difficile de les vivre comme des villes. Les villes invisibles sont un rêve qui naît au cœur des villes invivables. Ce qui importe à mon Marco Polo, c'est de découvrir les raisons secrètes qui ont conduit les hommes à vivre dans les villes, raisons qui vaudront au-delà de toute crise. Mon livre s'ouvre et se referme sur des images de villes heureuses qui prennent forme sans cesse et s'évanouissent, cachées par les villes malheureuses. Dit Kublai Khan à Marco Polo. Tout est inutile si l'ultime accostage ne peut être que la ville infernale, si c'est là, dans ce fond, que sur une spirale toujours plus resserrée va finir le courant. Et Marco Polo. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là, l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble.